Bonsoir Bruno Amable, bonsoir à vous qui êtes venus au Collège des Bernardins, bonsoir aux téléspectateurs de KTO aussi, puisque l'émission est diffusée ce soir. Alors nous avons un thème dont nous n'avions pas prévu qu'il serait d'une telle actualité, puisque la crise financière, et qui sera peut-être en même temps une crise économique dans les mois qui viennent, nous incite à réfléchir sur les modèles du capitalisme. Et justement, Bruno Amable, vous êtes sans aucun doute l'homme de la situation, puisque vous avez publié en 2005 un ouvrage qui s'appelait « Les 5 capitalismes », dont vous pourrez peut-être nous parler brièvement. Je précise pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes professeur d'économie à Paris 1 et que vous êtes aussi associé au CEPREMAP, dont vous nous direz peut-être ce qu'il est. Alors, le sujet de ce soir, effectivement, est parti d'une réflexion, puisque dans les 20 dernières années, pour aller vite, si on se rappelle par exemple le livre de Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, qui date de 1991, s'était répandue l'idée que le capitalisme anglo-américain était celui qui était le plus dynamique, le plus efficace, celui qui avait l'avenir devant lui, tandis qu'un modèle que certains appelaient modèle rhénan, que d'autres appellent modèle européen, qui misait plus sur le long terme, qui avait plus de préoccupations sociales, apparaissait dépassé et inadapté à la mondialisation, surtout dans sa version social-démocrate, on dira au risque de simplifier, des années 1970 et peut-être encore 1980. Et puis voilà que patatras, un certain nombre de grands établissements financiers américains en particulier sont menacés, et on se pose la question de l'alternative au modèle, et on regarde à nouveau vers l'Europe, et en même temps on voit des pays européens assez hésitants jusqu'à la fin de semaine dernière. Je crois qu'effectivement, c'est une bonne chose de faire le point pour se détacher de l'actualité et pour avoir ce soir avec Bruno Amable une réflexion de fond sur ces questions. Donc, je vais d'abord vous laisser la parole, et puis ensuite nous verrons comment ce dont vous aurez parlé entre en résonance avec l'actualité immédiate. Merci. Oui, c'est assez amusant la coïncidence entre l'actualité et le thème de ce soir. Coïncidence que je n'ai pas tout à fait assumée, parce que probablement mon propos va beaucoup plus porter sur la décomposition de l'économie sociale de marché que sur son dynamisme renouvelé. Peut-être pour préciser, l'économie sociale de marché, c'est un objet assez complexe, un objet théorique assez complexe. Et disons que ce qu'on entend, le sens commun, qui n'est pas forcément le sens originel, c'est une économie qui s'opposerait à un capitalisme débridé, qui laisserait les mécanismes de marché sans aucune limite. Par opposition, l'économie sociale de marché intégrerait certes des objectifs de développement économique, mais aussi des objectifs de partage de revenus, de protection des statuts et des choses comme ça. Pour véritablement réfléchir à ces questions, il faut avoir en tête une analyse comparative, et il faut avoir en tête des outils pour pouvoir faire une analyse comparative. Et les économistes ont développé au cours des années des outils de cet ordre, qu'on peut appeler, disons, des modèles de capitalisme, qui sont des constructions théoriques, des archétypes en quelque sorte, enfin des idéatypes au sens de Max Weber, et qui permettent d'analyser la réalité en référence à ces constructions théoriques. Alors, sans rentrer dans les détails, pour dire il y a tant de modèles, il y en a 5, ou il y en a 6, ou il y en a 3, comment est-ce qu'on les différencie ? Ce qui va probablement aider à définir ce que pourrait être une économie sociale de marché. On les différencie à partir de leurs institutions. Et par institution, ce que j'entends, c'est au sens économique du terme, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui régissent les interactions entre agents économiques, et pas au sens commun du mot institution. Et ces institutions, donc ces règles qui différencient les modèles de capitalisme, on peut les repérer dans des domaines très divers.
Dans les domaines de l'emploi et du travail, il est de connaissance commune que les règles, par exemple, de protection de l'emploi sont très différentes de ce côté-ci de l'Atlantique et de l'autre côté de l'Atlantique, et que même au sein de l'Europe, elles sont des règles très différentes de ce côté-ci de la Manche et de l'autre côté de la Manche. Plus généralement, on sait que les modes de fixation des salaires, les négociations entre partenaires sociaux revêtent des formes très très différentes suivant qu'on se situe en Grande-Bretagne ou en Allemagne, qu'on se situe en France ou aux États-Unis. Et donc, que véritablement les institutions du marché du travail sont très différentes d'un pays à l'autre et sont très différentes d'un modèle à l'autre. Il n'y a pas que le marché du travail qui est concerné par ces différenciations institutionnelles. Vous avez aussi tout ce qui concerne la concurrence sur les marchés de produits. Ça veut dire le degré de réglementation des marchés, l'intervention de l'État, le degré l'importance qu'ont les firmes publiques dans tel ou tel secteur. Voilà toutes choses en fait qui font que le mode de concurrence entre producteurs n'est pas le même d'un pays à l'autre ou d'un modèle à l'autre. Les systèmes financiers, et là l'actualité est là pour nous le rappeler, les systèmes financiers ne sont pas identiques, quel que soit le modèle et quels que soient les pays. Là maintenant, la crise fait qu'il est de connaissance commune que les pays anglo-saxons s'appuient plutôt sur des systèmes financiers relativement déréglementés, faisant plus appel à la finance de marché qu'à la finance intermédiaire, qu'à la finance de banque. En revanche, l'Europe, jusqu'à il y a une ou deux décennies, était beaucoup plus caractérisée par une finance qui faisait appel à des banques et donc à une relation entre les producteurs et les financiers, entre les banques et les entreprises qui étaient des relations relativement étroites, par opposition à des relations très très lâches qui sont celles de la finance de marché, et qu'évidemment ça avait des conséquences sur le mode de gestion des entreprises. Les relations entre l'entreprise et son financier ne sont évidemment pas neutres du point de vue de la gestion de la firme, y compris dans des aspects qu'on pourrait considérer comme étant relativement éloignés des préoccupations de financement d'investissement par exemple. Les systèmes de protection sociale sont très différents d'un pays à l'autre. Tout le monde évidemment a en tête la différence entre la générosité des pays scandinaves et la relative modestie des systèmes de protection sociale des pays anglo-saxons, en particulier des États-Unis. Plus généralement, on peut différencier les systèmes de protection sociale non seulement sur leur degré de générosité, mais aussi sur la façon dont ils sont financés. Et ça non plus, ça n'est pas neutre sur le type de capitalisme le type de modèle de capitalisme, soit financé par l'impôt, c'est-à-dire en fait par des contributions générales sur l'ensemble de la population, ou financé par des cotisations, donc des cotisations qui sont payées par les seuls salariés. Aussi, on pourrait étendre sans problème les domaines institutionnels concernés. Les systèmes éducatifs et de formation sont différents, suivant que vous avez une différenciation très marquée ou pas des parcours, que vous avez une différenciation qui est très précoce ou au contraire très tardive, suivant que les systèmes de formation donnent des connaissances plutôt généralistes qui permettent aux salariés en fait, de trouver des emplois de nature très diverse. Suivant leur parcours professionnel, ou au contraire, si le système de formation et d'éducation donne des connaissances très très précises, qui donnent une compétence très marquée pour les salariés. Et ça non plus, ça n'est pas neutre du point de vue de la différenciation des modèles de capitalisme. Donc, en fait, si on fait une comparaison simple domaine par domaine, on s'aperçoit que vous avez des différences marquantes entre les pays. Ce qui différencie les modèles de capitalisme, ce n'est pas simplement une collection de différences dans tel ou tel domaine, c'est surtout que c'est différent. Au sein d'un même pays ou au sein d'un même modèle, les caractéristiques institutionnelles sont complémentaires entre elles. Et que donc, si vous modifier les institutions dans un domaine, ça va avoir des conséquences sur un autre domaine. Et en fait, c'est ce phénomène de complémentarité qui fait que vous avez des modèles qui sont cohérents ou qui fait au contraire que vous avez des modèles qui ne sont plus cohérents lorsque, par exemple, certaines réformes structurelles ont changé les institutions dans un domaine, par exemple le marché du travail, sans les modifier dans un autre domaine, par exemple la protection sociale. Pour être complet sur la différenciation des modèles de capitalisme, il faut savoir aussi qu'ils reposent sur des alliances sociales et des alliances sociopolitiques différentes.
Pour le dire très rapidement, comme vous l'aviez évoqué, on peut dire que c'est une sorte de compromis social-démocrate qui était à la base de l'économie sociale de marché ou des économies sociales de marché européennes, que ce soit un compromis social-démocrate tout à fait explicite ou un compromis social-démocrate relativement implicite, comme on pourrait dire que c'était le cas en France. Les systèmes politiques aussi ne sont pas neutres du point de vue de la différenciation des capitalismes, parce que les systèmes politiques influent sur la possibilité de faire tel ou tel type d'alliance. Et notamment, on peut défendre sans trop de difficulté qu'un système politique comme celui des pays anglo-saxons, qui est très axé sur une opposition entre deux très grands partis, que ce type de système politique n'est pas très favorable à l'émergence d'alliances sociopolitiques qui soutiendraient un compromis social-démocrate. Et enfin, les différents modèles de capitalisme ont des implications différentes du point de vue des caractéristiques aussi fondamentales que les inégalités de revenus. C'est-à-dire que, comme chacun sait, le modèle de capitalisme à l'anglo-saxonne produit un degré d'inégalité de revenus bien supérieur aux inégalités de revenus des modèles européens et a fortiori des modèles de l'Europe du Nord. Qu'en est-il de ces modèles? Mais en fait, si on se penche sur les évolutions des 15, 20 ou des 10-15 dernières années, force est de constater que la plupart des modèles non anglo-saxons étaient engagés dans des processus de dissolution ou des processus de décomposition. Et en fait, on peut... l'histoire de la complémentarité que j'ai esquissée rapidement, on peut la faire marcher à l'envers, c'est-à-dire de montrer comment certains changements arrivant, se tenant dans certains domaines institutionnels sont complémentaires avec d'autres changements et que la complémentarité de ces changements amène une décomposition progressive, qui peut être lente mais qui est quasi certaine, une décomposition des modèles. Et je voudrais vous donner une illustration de la façon dont un modèle idéal typique d'économie sociale de marché ou de modèle continental européen de capitalisme se décompose sous les évolutions qui peuvent, prises isolément, apparaître comme relativement bénignes. Le compromis social-démocrate dont je parlais à la base de l'économie sociale de marché repose notamment sur des négociations entre partenaires sociaux et des négociations entre partenaires sociaux qui sont forts. Il est évident que, de ce point de vue-là, les évolutions qui ont affecté le taux de syndicalisation et la représentativité des syndicats dans de nombreux pays européens sont des évolutions qui ne sont pas favorables au maintien d'un compromis social-démocrate de la nature dont je parlais. C'est-à-dire que on observe dans de nombreux pays, selon des modalités diverses, un relatif recul des négociations collectives, que ce soit des négociations collectives sur le salaire ou des négociations collectives sur les conditions de travail, au profit d'une décentralisation, voire d'une individualisation des négociations du contrat de travail. Ça a des conséquences sur les inégalités salariales. Pourquoi? Parce que le mode de négociation salariale, selon un mode collectif, a en règle générale des propriétés qui sont de comprimer les écarts de salaire entre les salaires les moins élevés correspondant aux compétences les plus faibles et les salaires les plus élevés correspondant aux compétences les plus recherchées par le marché. Pour le dire très rapidement, plus les négociations sont centralisées ou coordonnées, plus les négociations salariales sont centralisées ou coordonnées, plus elles ont une tendance à être égalitaires dans la répartition du revenu. Et donc, à contrario, une individualisation ou une décentralisation des négociations salariales va avoir pour conséquence d'augmenter les différences entre les rémunérations salariales, entre les plus qualifiés et les moins qualifiés. Il est évident que cette augmentation de l'échelle des salaires va différencier les intérêts des salariés. Et donc faire que le niveau de solidarité entre les salariés les mieux payés et les plus compétents et les salariés les moins payés et les moins compétents la solidarité va devenir moindre parce que les intérêts vont être de moins en moins alignés. Et donc vous voyez comment c'est un processus qui se renforce. Plus l'échelle des salaires est inégalitaire, moins il y a d'intérêts communs entre les salariés, donc moins il y a tendance à avoir des négociations centralisées avec un syndicat ou des syndicats qui par exemple prennent en compte les intérêts de l'ensemble des travailleurs. Et donc plus ce phénomène est un phénomène qui se nourrit lui-même. On pourrait argumenter que c'est à peu près le même type de phénomène qui se passe de l'autre côté de la négociation salariale, c'est-à-dire du côté
des entreprises. C'est-à-dire qu'une différenciation croissante des entreprises amène à ce que vous ayez des différences de plus en plus marquées entre, par exemple, la grande entreprise et la petite entreprise, entre l'entreprise qui exporte et celle qui produit pour le marché local. Et que donc ce sont deux phénomènes de chaque côté de la table de négociation, si vous voulez, qui font qu'on a une décomposition du mode de négociation salariale centralisé qui va vers l'accroissement de la divergence des intérêts et donc la solidarité de moins en moins poussée. Ça a des implications évidemment sur la sécurité sociale. Les systèmes de sécurité sociale sont directement ou indirectement des systèmes de redistribution. Et en règle générale, des systèmes de redistribution des plus riches vers les moins riches. Si vous avez une évolution, telle que je viens de l'écrire, qui pousse vers l'accroissement de l'échelle des salaires et vers donc la différenciation des intérêts, il est clair que l'aspect redistributif va devenir quasi mécaniquement de plus en plus conflictuel. Au sens où les salariés les mieux qualifiés, ceux qui n'ont aucun problème pour s'insérer sur le marché du travail, qui sont les mieux payés, vont être de plus en plus réticents à vouloir financer une sécurité sociale dont évidemment ils ne bénéficient pas, sauf évidemment dans le cas de la maladie, et qui bénéficient en revanche de façon dominante à des salariés qui sont moins bien payés, moins qualifiés, etc. Donc, ce système de dissolution des négociations salariales est un système qui pousse vers la dissolution des systèmes de protection sociale. Et pourquoi est-ce que le système de protection sociale est particulièrement important? Parce que sur le compromis sociopolitique que j'ai évoqué, celui de l'après-guerre, celui qui fonde l'économie sociale de marché, ce compromis repose quasi exclusivement sur un système de protection sociale. On peut dire que c'est le compromis majeur, c'est l'institution qui tient ensemble toutes les institutions qui caractérisent l'économie sociale de marché. Vous voyez donc que si vous êtes dans une dynamique qui va faire se dissoudre ce compromis, vous enclenchez des mécanismes qui vont faire que l'économie sociale de marché va se dissoudre de par en fait la dissolution des complémentarités entre les différentes institutions. Autre aspect évidemment qui concerne aussi le système de protection sociale, c'est que l'accroissement de la différence entre les salariés les plus qualifiés et les moins qualifiés font que dans certaines conditions, les institutions du marché du travail se trouvent sous tension. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit vous avez des institutions du marché du travail qui sont, disons-le, flexibles, auquel cas les salariés les moins qualifiés vont se retrouver dans des conditions de travail assez déplorables, relativement mal payées, mais employés. Et donc, on va se retrouver dans une économie dans laquelle vous aurez des salariés qui travailleront mais qui seront pauvres, opposés à des salariés qui travailleront et qui seront riches. Et les riches n'auront pas envie, évidemment, de financer une protection sociale pour les pauvres. Donc ça, c'est plutôt une dynamique de capitalisme à l'anglo-saxonne dans laquelle vous avez une sécurité sociale qui est tout à fait minimum, qui en gros est la sécurité sociale du filet de sécurité, celle qui empêche que les travailleurs les plus pauvres ne tombent dans la misère la plus absolue. L'autre solution, c'est que vous avez des institutions du marché du travail qui empêchent les travailleurs les moins qualifiés d'avoir des salaires trop bas. Dans ce cas, il est fort probable que ces salariés courent le risque de se retrouver au chômage, c'est-à-dire que leur productivité ne leur permet pas d'être employés. S'ils sont au chômage, ils vont devoir être financés par le système de protection sociale. Mais si l'évolution du système économique produit trop de chômage, ça va créer des tensions pour le système de protection sociale. Tensions qui vont exacerber l'antagonisme entre les salariés les mieux payés et les plus riches et les salariés les moins payés et les moins riches. Donc, la combinaison de certaines institutions du marché du travail avec un problème de financement de protection sociale est aussi quelque chose qui va enclencher une dynamique de dissolution du système de protection sociale. Il y a d'autres caractéristiques, d'autres évolutions qui vont à peu près dans le même sens, bien que ça puisse paraître moins évident à première vue. Les évolutions des 15 dernières années dans la plupart des économies développées ont été vers un processus de privatisation. Privatisation de beaucoup de services qui auparavant étaient des services publics, privatisation de firmes qui étaient auparavant des firmes publiques, etc. Pourquoi est-ce que ceci est un élément qui renforce les évolutions que j'ai indiquées? Pour plusieurs raisons.
D'abord, en règle générale, lorsque des services publics ou des firmes publiques sont privatisées, elles sont concédées à des firmes privées qui instaurent des systèmes d'emploi qui sont moins favorables que les systèmes d'emploi dont bénéficiaient les salariés de la firme publique ou les salariés du service public. Et donc, ces systèmes d'emploi moins favorables sont un élément qui renforce ce dualisme du marché du travail entre ceux qui ont un bon emploi bien protégé et ceux qui ont un mauvais emploi mal protégé. Autre chose, ces processus de privatisation dans la plupart des pays s'accompagnent de l'accroissement si vous voulez, l'arrivée d'acteurs économiques qui ont une main-d'œuvre peu syndiquée, ou tout au moins moins syndiquée que l'ancienne firme publique ou l'ancien secteur public. Ce qui donc renforce la décomposition des systèmes de négociation salariale que j'ai évoqués précédemment. Ensuite, dans certains cas, cette privatisation de services publics ou de firmes publiques tend à faire apparaître des acteurs qui ont intérêt à la décomposition du système de protection sociale. Par exemple, en proposant des services qui sont des services privés d'assurance sociale. Et donc, là encore, c'est un processus qui renforce le déclin de la protection sociale. Dernier élément, le processus de privatisation, pour une bonne privatisation, nécessite une mise sur le marché. Et c'est donc, le processus de privatisation est un système qui va, là aussi, quasi mécaniquement, développer le système de marché financier, par opposition au système de banque. C'est-à-dire que pour pouvoir bien privatiser, il faut avoir un marché qui estime la valeur des entreprises. Et donc, mécaniquement, plus on privatise, plus on développe les marchés financiers. Et là, c'est probablement le dernier point que je voulais aborder, c'est la façon dont l'évolution des systèmes financiers, là encore, est un facteur qui renforce la décomposition des modèles continentaux de capitalisme ou de l'économie sociale de marché. Et l'Allemagne est un bon exemple pour ça. Les évolutions allemandes sont un bon exemple de la façon dont les changements dans les systèmes, dans les systèmes financiers sont extrêmement importants pour expliquer le processus de décomposition de l'ensemble du modèle. Le système allemand à l'ancienne, celui qui était fondé sur des banques qui avaient des relations stables de long terme entre les firmes, était un système où les entreprises bénéficiaient d'une finance patiente, c'est-à-dire pas trop exigeante sur une rentabilité de court terme et plus permissive sur une rentabilité de long terme, en échange d'un contrôle exercé par la banque, parfois directement, en étant présent dans le conseil d'administration des entreprises ou dans les conseils de surveillance. Au cours des années 80-90, les banques allemandes ont été de plus en plus soumises à la concurrence des banques américaines. Les banques américaines, à la faveur de la déréglementation, se sont mises à agir massivement comme des banques d'affaires, des banques d'investissement. Et elles avaient, utilisant la déréglementation financière, une excellente rentabilité. Les banques allemandes, ne souhaitant pas perdre en compétitivité par rapport aux banques américaines, se sont mises, elles aussi, à vouloir faire de la banque d'affaires. Et donc, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, cette évolution des banques allemandes vers l'activité de banque d'affaires les empêche d'accomplir le rôle de fournisseur patient de capital qu'elles fournissaient auparavant. Juste une raison, comme ça très rapidement pour évoquer pourquoi c'est le cas. En gros, une banque d'affaires, si elle veut faire de l'activité de mergers and acquisition, ne peut pas en même temps siéger au conseil d'administration des entreprises qu'elle va probablement marier ou au contraire démanteler. Donc, on a eu une décomposition des liens très étroits entre la banque allemande et les entreprises allemandes, les banques allemandes se devenant des banques quasiment à l'anglo-saxonne, ayant des activités de banque d'affaires, et donc les firmes allemandes se tournant vers de la finance de marché, c'est-à-dire cherchant à se fournir auprès des marchés financiers. Les marchés financiers, eux, évidemment, dans leur fourniture de services de fonds, ont des exigences particulières sur la façon dont les firmes sont gérées. Et notamment, ils n'aiment pas du tout cet aspect opaque, tout cet aspect de long terme qui caractérisait le mode de financement des entreprises allemandes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le passage vers une finance de marché a accru la pression sur les firmes allemandes pour obtenir de la rentabilité de court terme, de façon à pouvoir avoir des cours
d'actions qui soit satisfaisant et donc de façon à ne pas risquer d'être victime d'OPA hostiles. Et donc, cette exigence supplémentaire a conduit les dirigeants des entreprises allemandes à évidemment avoir des modes de gestion de l'entreprise qui étaient très différents. Donc à mettre l'accent sur la rentabilité et sur la rentabilité de court terme, parce que c'est ça qui compte pour les marchés financiers. Et donc à vouloir se séparer des modes de gestion à l'ancienne, modes de gestion qui étaient des modes de gestion, disons, plus en coopération avec les salariés, selon le système bien connu de la cogestion, qui est en gros la représentation des salariés et des syndicats dans le conseil de surveillance des grandes entreprises. Donc vous voyez qu'on a un ensemble d'évolutions des institutions, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de la relation du travail, etc., un ensemble d'évolutions qui sont complémentaires pour arriver au démantèlement des modèles de capitalisme qui ne seraient pas des modèles, disons, de capitalisme à l'anglo-saxonne, qui sont fondés entièrement sur les marchés financiers, et donc qui font que ce qu'on a observé dans les sociétés que l'on a autour de nous, que ce soit l'économie allemande, l'économie française ou même les économies scandinaves, qui se sont mis de moins en moins à ressembler au modèle d'économie sociale de marché qui les avait caractérisés pendant les 30 années de l'après-guerre, disons, et pour se mettre à ressembler de plus en plus à des modèles de capitalisme à l'anglo-saxon. Et j'aurais terminé là si ma présentation avait eu lieu, disons, il y a quelques mois. La question, évidemment, c'est de savoir est-ce que les évolutions récentes qu'on a observées sur la finance internationale sont de nature à remettre en cause cette évolution. J'aurais tendance à répondre que non. C'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est paradoxal parce que ce que vous nous avez montré dans cet exposé très, très concis et précis, c'est justement un processus où l'économie sociale de marché, avec les nuances entre les pays, mais un processus général où l'économie sociale de marché se défait. Parce qu'il y a un modèle dominant. Vous l'appelez anglo-saxon, effectivement, et il est centré sur la finance britannique et le modèle américain. Et en même temps, est-ce qu'on n'assiste pas à l'effondrement de ce modèle actuellement, en tout cas la remise en cause profonde de certitudes? Vous parliez de la rentabilité à court terme, effectivement, et vous parliez des banques allemandes. Effectivement, la quasi-faillite de Hypo Real Estate, c'est bien l'exemple de ce qui arrive à une banque allemande qui se met à faire de l'anglo-américain. Alors est-ce qu'on ne va pas, parce que votre propos était finalement pessimiste, où vous présentiez quelque chose qui va continuer, est-ce que ce n'est pas paradoxal au moment où le modèle anglo-américain est remis en cause? Est-ce qu'on n'a pas toutes les raisons de penser que ça va faire réfléchir et que l'Allemagne, pensons à elle, pourra dire le modèle économie sociale de marché avait des vertus qu'on a oubliées? J'aimerais que ce soit vrai. Je pense que ce ne sera pas le cas, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que les évolutions que j'ai décrites sont des évolutions qui ne concernent pas le seul secteur financier. Donc quand bien même la crise financière actuelle mettrait l'accent sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la déréglementation financière, je ne suis pas certain que ça suffirait à remettre en cause des évolutions qu'on a observées dans la relation du travail, dans les règles de la concurrence et dans les systèmes de gestion de l'emploi. L'autre chose est que le capitalisme a vécu beaucoup de crises financières. Et même ces derniers temps, il avait tendance à en vivre une à peu près tous les 3 ou 4 ans. Alors celle-ci semble être particulièrement sévère, mais les marchés financiers ont la mémoire courte. Et en plus, ils sont très volatiles. Et donc, lorsque les choses vont mal, la bourse baisse de 10%, et puis elle augmente de 10% le jour suivant. Et je pense qu'une fois que la crise financière sera passée, on oubliera très très vite qu'on a failli aller vers la crise systémique, et qu'on a failli être au bord du gouffre, et qu'on a failli tomber dans le gouffre. Est-ce que les Européens, puisqu'il s'agit d'eux avec le modèle d'économie sociale de marché, est-ce que les Européens ne partent pas battus d'avance? On l'a vu sur les 10 derniers jours, ou les 15 derniers jours, incapacité des différents pays européens, alors même qu'ils incarnent des variantes
d'une économie sociale de marché, certes se défaisant, mais ils ont conservé quand même des noyaux durs, on pourrait dire, du modèle des années 60-70. On les a vus réagir en ordre très dispersé, refuser de s'unir. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'idée que finalement, malgré tout, le modèle anglo-américain garde du ressort et puis qu'il n'y a plus d'éléments d'alternative? Alors, peut-être une précision. Moi, quand je dis c'est la décomposition des modèles qui ne sont pas les modèles anglo-saxons, c'est un processus de décomposition très lent. Et donc, il y a toujours de la diversité du capitalisme, et les modèles existent encore, même s'ils sont très très hybrides maintenant. Les modèles différents existent. Donc c'est pour ça, effectivement, on ne part pas d'une situation dans laquelle on a une économie homogène qui serait uniquement le modèle anglo-saxon pour tout le monde. Maintenant, j'ai pas l'impression que les mesures qui ont été prises ces derniers temps soient des mesures qui nous ramèneraient vers un modèle qui serait différent du modèle anglo-saxon. On parle uniquement de la finance, et on est en train de dire ah oui, c'est vrai, on n'a pas prêté assez attention à ce qui s'est passé dans la finance, mais je ne vois aucune proposition de revenir en arrière sur les mesures les plus sévères de la déréglementation financière. Vous parliez des privatisations, par exemple. Or, aujourd'hui, quand on regarde ce qui est annoncé, on entend de plus en plus parler de nationalisation de banques qui devraient être sauvées. Les privatisations, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le modèle thatchérien et réganien. Et symboliquement même, en admettant même que ça soit une question qui ne touche pas à l'ensemble de ce que vous avez abordé, malgré tout, entendre dire le gouvernement britannique qu'il serait prêt, ou en tout cas des gens qui commandent son action, qu'on pourrait arriver à une nationalisation des banques britanniques en cas de catastrophe, ça fait quand même, ça représente un choc psychologique et un tournant. Non, ça représente un choc psychologique, probablement plus pour les Américains d'ailleurs que pour les Britanniques. Mais on nationalise les banques parce qu'elles sont au bord de la faillite. On ne les nationalise pas pour recréer un secteur financier qui aurait pour but de soutenir une industrie nationale, qui elle-même aurait pour but de soutenir un modèle social, etc. C'est-à-dire qu'on nationalise uniquement pour les empêcher de faire faillite, parce qu'on sait que si elles font faillite, tout le système s'écroule et que c'est vraiment pas l'idéal. Mais c'est quand même la fin de la croyance dans la toute-puissance du marché laissé à lui-même. Là, je me demande qui a véritablement cru à la toute-puissance du marché laissé à lui-même. Je me demande si ce n'est pas les intellectuels qui croient uniquement l'idée qu'il doit y avoir une cohérence intellectuelle est une idée qui est une idée d'intellectuel. Les hommes politiques ou même les hommes d'affaires ne cherchent pas la cohérence intellectuelle, ils cherchent l'efficacité. Et donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques que les chercheurs ou que les intellectuels. Je veux dire, c'est à nous, intellectuels, que ça pose un problème que le pays du libre-échange soit celui qui nationalise les banques. Je ne pense pas que ça pose des problèmes aux banquiers. Ils sont très contents qu'on vienne les empêcher de faire faillite. On est bien d'accord sur un point, et après séance d'autocritique des intellectuels, ou des chercheurs, puisque nous le sommes tous les deux, prenons les États-Unis, le modèle anglo-saxon ou le modèle américain. Il est certain que les observateurs européens, en particulier, ne voulaient pas voir ces 20-30 dernières années les nombreuses interventions de l'État dans l'économie américaine. Ça peut-être, d'ailleurs, vous pourriez en parler un petit peu, parce que c'est un des paradoxes du modèle américain, qui se différencierait peut-être de ce point de vue-là de ce qui se passait en Grande-Bretagne. Bon, mais on est bien d'accord là-dessus. Il n'empêche qu'il y avait quand même l'idée que là où l'État intervenait, c'était dans le secteur de la défense, c'était pour financer un certain nombre de projets, et qu'on abandonnait un certain nombre de politiques sociales qui avaient tenté même les États-Unis avec la grande société de Johnson pour le New Deal antérieurement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui va se passer? On a vu ces derniers temps que le candidat républicain à la présidence était totalement pris à contre-pied par une sorte de révolte sourde de l'électorat qui justement ne veut pas renflouer les banques et qui voudrait que l'État prenne d'abord en compte les soucis des petits. Oui, ça c'est un point intéressant, c'est-à-dire qu'il faut toujours regarder où se situent les divergences, soit de valeur, soit les divergences d'intérêt. Et là, on a une divergence d'intérêt qui est assez intéressante entre ce que la presse appelle Main Street contre Wall Street.
Et la critique du plan de sauvetage Paulson, qui est une critique très puissante, hein, qui a beaucoup de partisans. Je veux dire, le plan Paulson avait très peu de partisans. Était une critique disant que l'action américaine du gouvernement américain, qui était en gros de racheter ses créances toxique, était quelque chose qui aidait uniquement la banque et les banquiers et qui en revanche n'aidait pas du tout les créanciers qui étaient victimes de ces défauts de paiement. Et là se situe une divergence d'intérêts. Le problème est que je ne vois pas sur quelle divergence, sur quelle opposition politique ça pourrait donner lieu, sur quel type de divergence politique ça pourrait déboucher dans le cadre de la politique américaine. Je ne vois pas, par exemple, les démocrates ou Obama disant je suis contre le mode d'intervention de sauvetage des banques et je suis pour qu'on sauve, au contraire, les débiteurs. Il ne m'a pas semblé qu'il disait quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui pèsera sur le vote, quel qu'il soit finalement en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, qui est ce populisme, on pourrait dire, qui s'est exprimé? Alors de quelle façon Paradoxalement, ça pourrait peser du côté de McCain, puisque les premiers à avoir refusé le plan Paulson étaient en grande majorité des républicains. Et donc il n'est pas évident que ça avantage mécaniquement Obama. En revanche, Obama a plutôt un avantage dans les sondages, mais c'est plutôt dû à une sorte d'incompétence dans le camp de McCain, hein, ou d'incompétence de McCain lui-même, qui est qu'il n'a rien proposé, il n'a pas d'idée, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que, pour rester brièvement sur les États-Unis, qu'est-ce que le prochain président américain, quel qu'il soit, pourra faire face à l'étendue du désastre? Parce qu'on a quand même une situation d'endettement américain qui est impressionnante. L'économie américaine c'est largement désindustrialisée. Ça, c'est aussi quelque chose que peut-être on n'a pas abordé tout à l'heure, mais on pourra peut-être le faire. Est-ce qu'il n'y a pas deux logiques? Il y a cette logique de victoire apparente d'un modèle sur l'autre jusqu'à récemment. Modèle anglo-américain, mais il y a en même temps une logique de désindustrialisation des pays, aussi bien les États-Unis que l'Europe de l'Ouest, sous la pression du libre-échange, des délocalisations. Et qu'est-ce que pourra faire le prochain président américain? Probablement très peu de choses, parce qu'il va avoir à régler une note qui va probablement être beaucoup plus salée que les 700 milliards de dollars dont on a parlé pour le plan Paulson. Et probablement il va devoir prendre des décisions extrêmement délicates sur quel est le poste de dépense à privilégier. Si la crise financière débouche sur un ralentissement économique qui se prolonge, il va y avoir des problèmes très sérieux pour pouvoir financer toutes les opérations que le gouvernement américain est en train de financer, y compris les guerres à l'extérieur. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais qui me semble faire partie du modèle d'économie sociale de marché tel que les 30 années d'après-guerre l'ont mise en place, et qui est la concertation entre les nations. Et est-ce qu'on n'assiste pas aussi au danger d'un repli sur soi des différentes nations, ce qui, paradoxalement, d'ailleurs, n'aiderait pas au retour de l'économie sociale de marché? On n'est plus dans la situation des années 30. Il y a des institutions internationales, il y a de la coopération locale, même si on voit que ça ne marche pas très bien, ou pas aussi bien qu'on aimerait que ça marche au plan européen. Donc j'ai l'impression qu'il y a des garde-fous contre le repli strictement national et la volonté de s'en sortir aux dépens des pays voisins. Maintenant, il y a aussi des asymétries entre les nations. Il est clair que vous avez une asymétrie entre les États-Unis et sa puissance économique, financière, etc., même si c'est une puissance vacillante, et le reste du monde. Voilà, c'est probablement ce qui explique que le dollar ne soit pas effondré de façon aussi incroyable, enfin oui, de façon aussi massive qu'on aurait pu penser. Alors quand vous dites asymétrie, c'est pourquoi? Parce que l'accumulation de réserves financières ou le retour des capitaux permanents vers les États-Unis, c'est ça qui fait la force du modèle américain?
Ce qui fait la force du modèle américain, c'est effectivement son rôle dominant dans le système financier international. Est-ce qu'on peut revenir, vous avez parlé de l'Allemagne longuement, est-ce qu'on peut revenir sur la France? Oui. Après tout, vous avez parlé à son propos aussi d'économie sociale de marché, de modèle social-démocrate inavoué ou inexprimé. Ouais, où est-ce qu'elle en est, la France, aujourd'hui? La France est engagée bon gré mal gré et plutôt mal gré sur la même pente que celle qui caractérisait l'Allemagne. Elle est allée plus vite mais pas forcément plus loin dans la déréglementation financière. Elle est allée aussi vite dans le démantèlement des systèmes de protection sociale, c'est-à-dire pas très vite quand même. Et elle a une particularité par rapport aux autres pays qui est le rôle de l'État. C'est-à-dire que là où le système allemand est très très dépendant de la négociation entre partenaires sociaux, c'est le rôle de la réglementation publique qui est prééminent dans le cadre du modèle français. Par exemple, qu'est-ce qui a empêché un accroissement très très significatif des inégalités salariales? C'est probablement l'existence d'une réglementation sur le salaire minimum en France. Donc c'est probablement qui n'existe pas en Allemagne. Qui n'existe pas en Allemagne, bien que ce soit un thème ça sera très, un thème très de la débattu, prochaine campagne électorale. Exactement. Et il n'existait pas comme il n'existe pas. En règle générale, vous n'avez pas ce genre de réglementation dans les pays où vous avez des négociations salariales très centralisées et donc des syndicats relativement forts, etc. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un tel système de protection des bas salaires. Et le fait que ce soit un thème qui apparaisse en Allemagne est un signe supplémentaire que vous avez un affaiblissement du système de négociation centralisé. Mais alors, si on reprend le débat allemand qui est intéressant justement actuellement, et le parti d'Oskar Lafontaine essaye de faire de la question du salaire minimum le thème clé de la prochaine campagne électorale, on sent en même temps, quand on écoute les économistes, quand on voit les réactions des chefs d'entreprise, ça nous éloigne de l'actualité financière immédiate, on sent un profond scepticisme, beaucoup de gens qui disent c'est absurde, c'est fou, de toute façon, vu les disparités salariales dans le monde, l'économie sociale de marché n'a plus d'avenir tel qu'elle existait, et le salaire minimum, autant vouloir tuer l'économie allemande tout de suite. C'est-à-dire que, certes, il y a des disparités salariales, mais il faut les mettre en rapport, à l'échelle mondiale, je veux dire, mais il faut les mettre en rapport avec les disparités des niveaux de productivité. Si le salarié allemand doit chercher à être concurrentiel avec un salarié, disons, de Chine, il est clair qu'il n'est pas concurrentiel et qu'il faudrait diminuer son salaire par... un chiffre, oui, c'est ça, un chiffre extrêmement important pour le rendre concurrentiel du point de vue du salaire. Mais ce n'est pas le salaire qui compte, c'est le salaire et la productivité. Et donc si le salarié allemand est 30 fois plus productif que le salarié chinois, il peut sans problème être payé 30 fois de plus. Il est aussi compétitif. C'est quelque chose qu'effectivement... beaucoup d'économistes ont dit ces dernières années. Comment se fait-il que dans le débat public, ça ne soit pas plus pris en compte? Parce qu'on a un débat qui est très réducteur et qui consiste à dire, de toute façon, vous devez vous adapter au salaire chinois ou maintenant au salaire vietnamien. Vous devez vous adapter parce que c'est ça ou périr. Parce que dans certains cas, c'est une menace utilisée, plus ou moins crédible, pour essayer d'obtenir de la modération salariale. C'est un argument qui est utilisé dans le débat entre partenaires sociaux. Alors en même temps, quand vous dites ça, vous ramenez une dose d'optimisme concernant les économies d'Europe et d'Europe de l'Ouest en particulier, pays anciennement industrialisés. C'est-à-dire qu'il y a quand même les moyens de retrouver un équilibre, il y a une voie d'avenir, mais est-ce que ça passe par l'investissement industriel dans des secteurs de pointe? Est-ce que ça passe par un effort de formation qui n'est peut-être pas suffisamment fait jusqu'à aujourd'hui? Alors, il est certain, si on regarde les pays qui sont relativement éloignés, enfin probablement les plus éloignés du système à l'anglo-saxonne, qui sont plutôt les pays d'Europe du Nord, bien qu'ils aient beaucoup évolué, c'est à la fois des pays qui ont des systèmes de protection sociale très généreux, malgré les évolutions des 10 dernières années, et qui sont aussi des pays très très productifs et très compétitifs. Et en fait, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre d'être très généreux
du point de vue de leur protection sociale parce qu'ils sont très compétitifs. Et on pourrait dire à l'inverse aussi que leur système de protection sociale, d'une certaine manière, les amène à être relativement compétitifs. Donc il est assez clair, effectivement, que c'est par le maintien d'une compétitivité élevée que le système, l'économie sociale de marché peut probablement espérer garder sa spécificité. Il y a quelque chose qui est flagrant dans les études de l'OCDE, les études comparatives sur les systèmes d'éducation, c'est qu'effectivement les pays d'Europe du Nord sont bien classés. Des pays comme la France ou l'Allemagne, eux, sont à un niveau intermédiaire, mais souffrent aussi des disparités sociales qui se sont installées au cœur du système éducatif. Il semble en fait que, vous parliez tout à l'heure d'un système où quand on fait changer un élément, fait bouger un élément, en fait c'est l'ensemble qui est affecté. Il semble que dans le cas du système éducatif que ça soit flagrant, aussi bien en France qu'en Allemagne, d'ailleurs pour des raisons différentes. Il y a de fortes disparités sociales qui se sont introduites dans le système éducatif et qui pèsent lourdement ensuite sur l'accès au marché de l'emploi lorsque les jeunes gens arrivent à l'âge du travail. Donc est-ce que là il y a des choses sur lesquelles symboliquement ou réellement on peut agir? Oui, sur l'école et sur c'est-à-dire que la façon dont l'économie sociale de marché se délite, c'est par un accroissement de la diversité des situations, par exemple des salariés, un accroissement du dualisme du marché du travail. Il est clair que pour lutter contre ce dualisme, il faut probablement empêcher l'apparition de trop grandes disparités dans le type de compétences dont sont dotés les salariés. Et que ça, c'est probablement quelque chose qui doit se jouer très très tôt dans le système éducatif. Si on reprend l'évolution de l'Europe ces 15 dernières années, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a pesé lourdement aussi sur l'économie sociale de marché? C'est l'élargissement européen qui à la fois était sans doute nécessaire, mais qui met devant, là aussi à l'intérieur même du continent européen, devant des disparités salariales ou bien des situations insupportables. Si on se rappelle la situation de la réunification en Allemagne, certes, on a voulu très vite rémunérer les salariés est-allemands à 80%, 60 ou 80% du salaire des salariés ouest-allemands. Ce sont les syndicats qui ont défendu le modèle d'économie sociale de marché, qui ont imposé ça. Or, la productivité du travailleur est-allemand, c'était un tiers de celle du travailleur ouest-allemand, d'après les estimations. Et là, on voit bien comment ça a contribué à casser ce système. Les intérêts dont vous parliez tout à l'heure se sont engouffrés dans la brèche, en disant d'abord on va mettre en cause les négociations par branche en Allemagne de l'Est, et puis finalement on les a mises en cause dans plusieurs secteurs en Allemagne de l'Ouest. Alors là, il semblerait qu'on ait au niveau européen, c'est vrai avec l'élargissement, pendant la campagne sur la Constitution européenne, on a eu le célèbre plombier polonais qui s'est invité. On a là sans doute un problème structurel. C'est pas l'élargissement tout seul, c'est l'élargissement. Et c'est surtout le fait que ce soit le principe de la concurrence qui soit le principe moteur de l'unification européenne. Parce que l'élargissement n'est pas un problème en soi, c'est l'élargissement avec des institutions qui mettent en concurrence les systèmes sociaux. Et c'est plutôt quelque chose qui va vers le moins-disant social. C'est-à-dire que la volonté de construire un grand marché intégré de services, etc., à partir du moment où vous avez des pays à l'intérieur de l'Europe qui ont des systèmes sociaux très différents, est quelque chose qui remet en cause les systèmes qui sont les plus généreux. C'est-à-dire que si vous autorisez... Pourquoi est-ce qu'on peut pourquoi est-ce qu'on peut payer bien un salarié dans un pays? Parce qu'il est plus productif que le salarié moins bien payé dans l'autre pays. Et il n'y a pas véritablement de problème dans les échanges parce que si on corrige de la productivité, les deux salariés finalement sont payés au même niveau. En revanche, si vous mettez en place des mécanismes par lesquels vous allez autoriser les conditions de travail d'un pays dans un autre pays, et c'était avec l'histoire du plombier polonais, en gros c'était à peu près ça, vous mettez en place un mécanisme qui met en concurrence non plus les salariés et leur niveau de productivité, mais disons les deux systèmes sociaux, quoi, en gros.
Hein. Et donc c'est clair que si vous avez par exemple en Suède, ça a été un cas récent, un système voilà, de négociation qui est donné, et que vous autorisez des firmes étrangères à venir s'installer en Suède, concurrencer les producteurs suédois qui utilisent les conventions collectives suédoises en disant ben, moi je peux utiliser les conventions collectives de l'Estonie qui sont nettement moins généreuses, il est clair que vous sapez de l'intérieur le système social suédois et le système du travail suédois. Donc c'est ce mécanisme-là qui fait qu'on ne va pas vers un alignement vers le haut qui ferait que les pays les plus en retard verraient leur productivité augmenter, puis progressivement aurait un système de protection sociale qui serait de plus en plus généreux. On va au contraire vers un système qui est le système social le moins généreux et celui qui force le plus généreux à s'aligner vers le bas. Paradoxalement, l'Allemagne, en l'occurrence, qui a beaucoup insisté pour l'introduction du principe de concurrence, qui existe dans le système de la République fédérale, est allée dans le sens du néolibéralisme ou du capitalisme anglo-saxon dont on parlait tout à l'heure. Et ça renvoie à quelque chose peut-être sur les origines de l'économie sociale de marché, qui n'est pas simplement le modèle social-démocrate au départ, qui est fondamentalement d'abord une invention de libéraux comme Ludwig Erhard, qui veulent d'abord des règles avant d'avoir une politique sociale. Exactement. Voilà, donc nous arrivons au terme de la première partie de notre soirée, retransmise par KTO. L'antenne va être rendue. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs de KTO pour le prochain mardi des Bernardins sur le thème de la réactivité de l'entreprise réactivité de l'entreprise et tensions humaines. Nous remercions beaucoup Bruno Amable de cet exposé et les téléspectateurs de KTO qui ont suivi ce débat. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée.